Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Alors, je parle souvent des zones de recherche préconisées par certaines études, mais assez peu de la zone que j'avais définie en 2016 lors de mon enquête. Pourtant, dans ma première version de mon ouvrage paru en 2017, j'avais justement défini une zone. Je vais donc vous la présenter ici. Il s'agit en fait d'un chapitre de mon ouvrage. Dans mon livre, je passe en revue les recherches aériennes, les recherches sous-marines, ainsi que les études de rétrodérive des débris, notamment du flaperon retrouvé à La Réunion. Et à partir de tout ça, j'avais commencé à réfléchir sur la possibilité de cerner une zone potentielle où l'avion pouvait se trouver à l'époque. Alors, je vais expliquer ici progressivement cette réflexion. Celle-ci ne fait appel à aucun calcul complexe et reste, comme vous allez le voir, général. Par conséquent, cela reste approximatif, mais facile à comprendre. Il ne s'agit donc pas d'une étude très précise, mais comme je l'ai souvent dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, que ce soit les calculs de rétrodérive ou les données Inmarsat, ne sont pas réellement précises de toute façon. J'avais transmis cette réflexion aux enquêteurs australiens en juin 2016 qui m'avaient répondu que certaines hypothèses faites ici tendaient à placer l'avion hors de la zone de recherche de l'époque et m'avaient invité à transmettre ce document aux équipes malaisiennes chargées de l'enquête puisque c'est la Malaisie qui dirigeait les opérations de recherche. Je n'ai jamais reçu la moindre réponse de la part des enquêteurs malaisiens, même encore aujourd'hui. Toutefois, le rapport du 20 décembre 2016 semble indiquer que certaines considérations que j'ai prises ici ont été prises en compte. Malheureusement, les enquêteurs sont restés fermés dans l'idée que personne n'avait piloté l'avion à la fin du vol. Cette étude était le fruit de plus d'un an d'études et de compréhension de l'ensemble des données sur le MH370. Nous allons donc voir étape par étape comment j'ai défini cette zone. Pour cette étude, j'ai utilisé une carte qui était une carte des recherches diffusée par les Australiens sur laquelle je vais ajouter différentes informations comme vous allez le voir. On va commencer par, sur cette carte, ajouter le 7e arc qui est le dernier arc sur lequel a été estimée la position de l'avion. L'hypothèse de départ que j'ai prise pour pouvoir définir un peu cette zone, c'est déjà de partir sur le virage final vers le sud. C'est-à-dire le virage qui s'est fait au nord de l'Indonésie, donc bien en amont de ce 7e arc. Quand j'ai étudié la question des radars indonésiens qui n'avaient pas détecté le MH370, j'avais supposé que l'avion avait potentiellement poursuivi vers le nord-ouest après son dernier contact radar et qu'il avait continué un peu plus longtemps à l'issue de l'ultime détection radar dans le détroit de Malacca. Cela suppose une vitesse assez élevée, mais en accord avec la vitesse de croisière d'un Boeing 777. Pour ce qui est de la vitesse de l'avion, la question de la vitesse est primordiale ici. Pour cela, il faut tenir compte des performances de l'avion. Il s'agit là de calculs très complexes et je me suis donc basé sur des trajectoires données par la TSB, l'équivalent du BEA australien, dans son rapport sur la définition de la zone de recherche du 18 août 2014, rapport qui délimite le rayon de fin d'autonomie de l'avion. Cette question de vitesse est essentielle car elle permet de savoir où chercher sur l'arc en considérant que l'avion a volé à un cap constant pendant plusieurs heures à l'issue de ce virage vers le sud. On peut restreindre alors davantage sur cet arc la limite nord car celle-ci est donnée pour une vitesse plus faible de l'appareil. En effet, si l'avion avait volé plus lentement et ou plus bas, ça lui aurait donné une vitesse sol plus faible, le temps de vol n'aurait pas permis d'être encore en vol à l'heure du 7e arc. Hypothèse qu'on peut donc qualifier de peu probable pour aller chercher plus au nord de ce trait que vous voyez au nord. De plus, l'image de la TSB tient compte d'un virage bien plus tôt vers le sud que ce que je suppose ici. Et donc la limite nord serait, selon moi, trop à l'est, ou trop au nord. Et par contre, la limite sud, qui est donnée pour une vitesse maximale, apparaît là cohérente.
vais donc considérer que la borne sud sur cet arc est viable. On a donc déjà, on va dire, créé une zone, la zone la plus au nord et la zone la plus au sud. On sait que l'avion, lors de cette émission, a le plus de chances d'être entre ces deux bornes. Ensuite, les courants marins dominants dans la région. Quand j'ai étudié les débris et les calculs de rétrodérive, j'ai soulevé l'imprécision de ces calculs, mais aussi le peu de chances de remonter de manière fiable à une zone précise d'origine des débris. On peut néanmoins regarder les courants dominants dans la région et voir ceux qui amènent en direction de l'ouest. En effet, vu qu'aucun débris n'a été retrouvé sur les côtes australiennes, on peut écarter tout secteur où les courants les auraient ramenés vers l'Australie et donc vers l'est. Pour cela, j'ai utilisé la carte publiée par le CSIRO que vous avez ici, qui a fait une étude de la dérive des débris. Cette carte fait apparaître les courants dominants par secteur. J'ai donc tout simplement reporté les flèches que vous voyez sur cette carte sur la carte que j'utilise en indiquant les courants pour pouvoir visualiser comment évoluent les courants dans ce secteur. Ainsi, on peut raisonnablement exclure que l'avion est échoué à l'est de la longitude 99° est et restreindre davantage la limite nord, que l'on a fait justement tout à l'heure. On peut la limiter à maintenant 30° sud, où l'avion pourrait justement se retrouver. La limite reste tout à fait cohérente. Nous sommes ici assez proches de l'étude du CSIRO publiée en décembre 2016. Toutefois, cette étude du CSIRO a été publiée plus de 6 mois après que j'avais fait cette réflexion. Avant d'aller plus loin dans l'étude de la dérive des débris, on peut déjà borner au-delà de ce 7e arc la distance maximale qu'aurait pu parcourir l'avion, puisque à ce 7e arc, on sait que l'avion n'avait pas de moteur, donc qu'il planait. Donc si on projette une trajectoire vers le sud, puisqu'on a une tendance vers le sud de la trajectoire de l'avion, puisqu'au 6e arc, l'arc est plus au nord que le 7e arc, donc on a un avion qui se déplace vers le sud. Donc selon moi, il faut aller chercher plus au sud, et donc on peut étendre une zone que l'on peut estimer pour considérer que l'avion a plané avec une butée, c'est l'arc vert que vous voyez là. Donc pour moi, l'avion ne peut pas aller au-delà de cet arc vert compte tenu du fait qu'il planait déjà au niveau du 7e arc. La dérive des débris, si je considère que les calculs de rétrodérive sur 15 mois du flaperon retrouvé à La Réunion ne sont pas d'une grande précision, on peut toutefois utiliser les tendances des courants de la région pour estimer comment les débris auraient pu dériver en fonction de l'endroit où ils pouvaient être, et cela dans un laps de temps plus restreint. Selon moi, on peut évaluer la dérive sur le premier mois de la disparition pendant la période au cours de laquelle les avions de recherche ont justement patrouillé dans le secteur pour chercher des débris et regarder si la zone de dérive a été couverte par les recherches aériennes dans les jours correspondants. J'ai donc considéré un cône de dérive de 45 degrés et une vitesse moyenne de débris de 16 km par jour, afin de définir la taille de ce cône. Ceci donne un cône avec des côtés d'une distance de 496 nautiques, soit environ 900 km à peu près. Si les avions de patrouille maritime ont survolé la zone de dérive possible au moment où les débris auraient pu s'y trouver, alors on peut considérer qu'ils auraient dû en voir, sous réserve bien entendu que la météo ait été suffisamment bonne lors de ces vols-là. Il faut définir un point de départ et on va d'abord considérer que l'avion ait pu échouer plus au sud et à l'est du 7e arc et non à moins de 40 nautiques de l'arc, puisque je fais ici l'hypothèse qu'il pourrait avoir plané bien plus loin que ce qui est officiellement considéré. En effet, à la différence des enquêteurs, je pense qu'il est tout à fait possible que quelqu'un ait piloté l'avion à la fin. Pour moi, il faut chercher entre 30 et 100 nautiques au-delà de cet arc, en direction du sud. Chercher à l'intérieur de cet arc est pour moi bien peu probable car la tendance du BTO, ce paramètre Inmarsat, je vous renvoie vers mes vidéos pour comprendre à quoi il correspond. Ce BTO, c'est ce qui nous permet d'obtenir ce 7e arc.
Bien, ce BTO montre que l'avion se dirigeait vers le sud entre le 6e et le 7e arc. Les chances qu'il ait fait demi-tour ensuite sont selon moi relativement minces. Et à partir de cette zone étendue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai projeté les cônes de dérive potentiels pour les deux extrémités de la zone probable que nous venons d'étendre en fonction des courants dominants de l'endroit. On peut comparer cela aux zones de recherche aérienne qui apparaissent ici en gris. On constate que si les débris avaient dérivé à partir de ces deux endroits, on arrive dans des zones qui sont grises, qui ont été couvertes par des avions de recherche. La partie sud a été couverte par les premières recherches et n'ont rien donné. La partie nord donne dans un secteur largement couvert, donc les chances que l'on soit passé à côté de débris sont selon moi minces. Mais surtout, la zone avait plus de chances de ramener des débris vers l'Australie, comme on peut le voir avec les courants. Or, aucun débris n'a été retrouvé en Australie. On peut alors se poser la question pour le milieu de cette zone, car on constate qu'il y a une part qui n'a pas été couverte par les recherches aériennes. Le cône de dérive que j'ai placé ici au milieu est partiellement couvert par plusieurs recherches aériennes, mais à y regarder de plus près, on peut expliquer pourquoi aucun débris n'a pu être repéré à cet endroit. Tout d'abord, le début du cône, qui correspond au premier jour de la dérive. Même s'il donne l'impression d'avoir été survolé, ou en tout cas pas loin, mais il ne l'a pas été. En fait, il n'a été que bien plus tard et même trop tard. Si le point de départ avait été survolé dans les tout premiers jours, alors on aurait eu des chances de retrouver des débris. Or, les premiers avions ont survolé ce secteur qu'au bout d'une vingtaine de jours. Quand on regarde la fin de ce cône, la moitié de ce cône a été couverte par des recherches aériennes. Mais là encore, il faut y regarder du plus près. La zone n'a été survolée qu'à partir du 28 mars jusqu'au 31 mars et avec une météo plutôt moyenne et des nuages bas, ce qui peut avoir parfaitement affecté de manière négative la visibilité et manquer ainsi d'éventuels débris. De plus, 3 semaines après la disparition, les débris étaient déjà bien éparpillés, mais peut-être aussi plus à l'ouest des zones survolées. À l'est de ce cône de dérive, la zone a été intensivement recherchée et même balayée à plusieurs reprises par endroits, ce qui peut laisser penser qu'il y a moins de chances que l'avion ait pu être plus à l'est de cet endroit. L'exploration sous-marine. Pour être encore plus complet, il faut aussi tenir compte des zones sous-marines explorées et considérer que l'avion n'était pas là où on a cherché. Ce qui a été confirmé justement en janvier 2017 puisqu'ils n'avaient rien trouvé. Ici, vous avez les zones en violet qui ont été explorées au cours de la première campagne de recherche par Fugro notamment, et cela pendant environ 2 ans le long du 7e arc. Étant donné que les enquêteurs ont considéré qu'il était plus probable que l'avion se trouve proche du 7e arc, en supposant que personne n'ait été aux commandes, on peut faire le constat que pour cette portion de l'arc exploré, les recherches sous-marines n'ont rien donné. Raison supplémentaire pour laquelle il faut donc étendre, selon moi, au-delà de cet arc en considérant tous les facteurs. Sans le moindre calcul complexe, j'ai pu délimiter une zone qui est plus loin que le 7e arc. C'est la zone que vous voyez hachurée ici. Cette zone serait légèrement plus petite que celle explorée pendant ces 2 dernières années, du moins les 2 premières années des recherches, et j'estime sa superficie à environ 70 000 km². On peut en plus privilégier la moitié nord de cette zone qui pour moi représente le meilleur potentiel. Le but de ces travaux, à l'époque, était de proposer des pistes et pourquoi pas de suggérer de nouvelles hypothèses aux enquêteurs. Je me suis efforcé d'avoir une approche méticuleuse et pragmatique de tout ceci sans effectuer le moindre calcul comme vous pouvez le voir. Comme je l'ai dit, cette étude, je l'avais réalisée en juin 2016 et donc je l'avais transmise aux enquêteurs australiens et malaisiens environ 6 mois avant la publication d'un nouveau rapport définissant une nouvelle zone de recherche au 20 décembre 2016. Pour autant, d'autres zones peuvent correspondre suivant les critères que l'on accorde à la trajectoire de l'avion. Certains enquêteurs indépendants militent pour une position finale plus au nord, ça c'était le cas à l'époque,
Pourquoi? Parce que cette zone était une zone non explorée entre les latitudes 22 degrés et 26 degrés sud. C'est le cercle vert que je vous fais apparaître ici. C'est une possibilité. Cependant, le secteur plus au nord a été survolé, comme vous pouvez le voir, sans trouver le moindre débris et les courants en auraient ramené également vers l'Australie. J'avais également évoqué dans mon ouvrage une zone au nord de la latitude 20 degrés sud qui est défendue par Capsio, à savoir Michel Delarche et Jean-Marc Garot. Les études des courants qu'ils ont effectuées montrent que les courants sont majoritairement en direction de l'ouest, donc ça pourrait coller avec un flaperon qui arriverait à l'île de la Réunion. Mais toutefois, cela suppose une vitesse sol du MH370 plus faible et donc une altitude plus basse. Or, je ne partage pas cette possibilité car le temps de vol aurait dû être moins long que celui officiellement constaté du fait d'une consommation plus élevée en carburant en étant plus bas. On va parler maintenant des recherches de Ocean Infinity. À l'époque où j'avais fait ma première zone, ce que je viens de vous définir ici, les recherches d'Ocean Infinity n'avaient pas eu lieu. C'est pourquoi j'ai rajouté sur ce dessin ici la zone qui a été couverte par Ocean Infinity en 2018. Dans mon premier ouvrage, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas en tenir compte puisque celle-ci n'avait pas encore eu lieu. C'est pourquoi j'ai intégré ceci dans la deuxième version de mon livre. Alors ça ne change pas grand-chose à mon analyse initiale puisque cette campagne n'a exploré qu'une petite partie de la zone que j'avais recommandée. Puis ils ont continué vers le nord, le long du 7e arc, ce qui a été selon moi une erreur. On avait pourtant là une formidable opportunité à l'époque d'étendre les recherches vers l'extérieur de l'arc et ça n'a pas été fait et c'est bien dommage. On va parler maintenant un peu de la zone de Patrick Blailly et Jean-Luc Marchand. Alors c'est une zone que j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente pour parler de leurs travaux. C'est une zone qui a été publiée en 2022 par Patrick Blailly et Jean-Luc Marchand. Donc Patrick Blailly qui est un ancien commandant de bord à la retraite et Jean-Luc Marchand qui est un ancien membre de Capsio et qui a travaillé notamment à Eurocontrol, qui maîtrise tout ce qui est données radar et notamment qui sait calculer des informations utilisant les BTO et BFO, des données Inmarsat. Ils ont donc publié une étude en 2022, une étude très détaillée qui propose une nouvelle zone de recherche que vous voyez ici. Alors j'y accorde un très grand intérêt, car leur étude est minutieuse et tombe en plein milieu de la zone que j'avais définie en 2016, et dont je viens de vous expliquer justement mon raisonnement. La zone que je préconise n'a donc pas changé en 7 ans. Je reste sur les mêmes bases de départ. Considérer que l'avion a été piloté à la fin et donc étendre les recherches au sud de la zone déjà explorée et justement dans le secteur pointé par Patrick Blailly et Jean-Luc Marchand. En conclusion, voilà pour cette présentation où je voulais vous présenter ces travaux qui sont assez peu connus, dont j'ai assez peu parlé publiquement, qui sont pourtant dans mon ouvrage. Je voulais au moins vous définir cette zone que j'avais déjà définie en 2016, donc ça fait quand même 8 ans quasiment. Donc c'est quand même des travaux qui datent, mais ils sont toujours d'actualité. Cette zone, je la considère toujours comme viable. Et selon moi, il faut aller chercher au-delà de ce 7e arc, car il faut considérer que potentiellement quelqu'un était aux commandes à la fin. Maintenant, toute la question est de savoir est-ce que les enquêteurs sont prêts à faire cette hypothèse de quelqu'un qui était aux commandes à la fin. Pour l'instant, rien n'est moins sûr et on n'a aucune information officielle tendant à dire qu'ils ont changé d'avis sur ce point. Pour l'instant, je ne sais pas quelle est la zone qui va être recherchée par Ocean Infinity si ils arrivent à aller chercher. Il y a des études comme celle de Patrick Blailly et Jean-Luc Marchand qui ont été transmises à Ocean Infinity. Ce que je sais, c'est que Ocean Infinity a proposé cette zone aux Malaisiens. Et pour l'instant, on n'a aucun retour des Malaisiens pour savoir s'ils relancent les recherches ou pas. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds toujours avec plaisir. À bientôt.